Bien, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Ça y est, je vais bientôt vous laisser tranquille, vous serez enfin soulagés. C'est le dernier cours en neurophysiologie. Après, vous allez passer aux organes internes de votre petit bidou et à comment vous allez être capable de digérer le McDonald's. Du coup, sur cette dernière partie, en fait, on a suivi une sorte de petite progression, j'ai espéré un minimum logique, où d'abord on a décrit ce que c'était que le cerveau, globalement. Après, on s'est intéressé aux neurones et à sa membrane. Ensuite, on s'est intéressé à comment elle est capable, ce neurone, puisque c'est une cellule excitable, de fabriquer un message, quel est le potentiel d'action. On a vu comment ce message était capable d'avancer, de se répercuter, de se transporter au sein de votre axone. Et bien du coup, on en arrive au bout, à savoir qu'est-ce que fait ce potentiel d'action quand il arrive au bout de l'axone, dans ce que l'on appelle la terminaison axonale. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir des mécanismes de libération et des neurotransmetteurs, et donc de communication avec sa cible. Et quand on aura fait ça, vous aurez compris les bases fondamentales du fonctionnement du système nerveux central. Et après, bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin. Du coup, pour ça, d'abord, on va démarrer sur justement ce qui termine un neurone, à savoir les synapses. Quelles sont les natures de ces synapses, quels sont les types de synapses qu'on peut retrouver et quels sont les neurotransmetteurs dont le système nerveux central dispose, pourquoi il est créé, comment ils sont créés, comment le neurone arrive à fabriquer ces neurotransmetteurs et à les transmettre. Ensuite, du coup, on va regarder le fonctionnement justement de la libération des neurotransmetteurs dans la synapse pour ensuite passer sur l'activation des différents canaux de l'autre côté de la synapse et donc quel impact ça va avoir sur la cellule cible. Et on va terminer par l'exemple un peu particulier que sont les récepteurs couplés aux protéines G pour terminer sur un exemple clé qui, je l'espère, va un peu vous marquer puisque ça va être un peu une sorte de continuité après sur les autres cours, qui est le fonctionnement du système nerveux autonome, ou comment le stress peut avoir des effets complètement opposés sur différentes parties de votre corps, à savoir que c'est capable, le stress, de créer une vasodilatation et une vasoconstriction. Comment c'est possible qu'un même système nerveux, qu'un même neurone et qu'un même neurotransmetteur est capable d'avoir des effets aussi opposés, et pourquoi et comment? Résultat, on a deux types de synapses qui existent, potentiels. Soit des synapses électriques, soit des synapses chimiques. Les synapses chimiques, vous les connaissez, c'est la synapse classique. Et en fait, la synapse chimique, c'est que du coup, vous allez donner une information à votre cible, non pas de nature ionique, mais de nature moléculaire via un neurotransmetteur. C'est la très grande majorité des synapses, qui est donc une synapse chimique. Environ 99% des synapses sont de nature chimique. Mais il y a quelques synapses qui sont de nature qu'on appelle électrique. Alors c'est un petit abus de langage, dans le sens où il n'y a pas que de l'électricité qui traverse ces synapses. Toute molécule de petite taille peut traverser ces synapses. Qu'est-ce qu'une synapse électrique? C'est tout simplement les connexines. Vous l'avez vu, ces fameuses protéines qui forment des trous dans la membrane, que l'on appelle des connexons, et qui vont, via des sortes de jonctions gap, se connecter, se relier aux connexons d'une autre cellule. Du coup, vous allez faire une sorte de pont, une sorte de passerelle directe d'une cellule à l'autre, d'un cytoplasme à un autre. Et du coup, cette connexion, elle va être donc de nature bidirectionnelle. Il n'y a pas de quelqu'un qui parle à l'autre et l'autre qui écoute. Il n'y en a pas un qui dicte sa loi et l'autre qui écoute. Non, les deux peuvent échanger, les deux peuvent communiquer, les deux peuvent partager, puisque du coup, ce ne sont que des perforations membranaires. Du coup, d'après vous, comment et par quel mécanisme les molécules vont passer d'une cellule à l'autre? Gradient pour les molécules classiques, gradient chimique, et gradient électrochimique pour les ions, étant donné qu'ils sont et de nature chimique et sensibles de par leur valence à la charge électrique. Résultat, il peut y passer de l'ATP,
Il peut y passer des acides aminés, il peut y passer forcément un peu d'eau, il peut y passer des molécules, tout ion peut y passer aussi, suivant les gradients électrochimiques. Donc, les connexines, on les distingue ici, dans cette photo de microscopie électronique, où on voit cette accumulation de connexines les unes avec les autres pour former une sorte de pont, une sorte de passerelle, et on les distingue ici sous ces notions de jonction gap, et donc ils vont permettre une communication bidirectionnelle, ça c'est vraiment très très important. Et donc dites-vous que s'il y a un neurone qui est excité, qui va donc recevoir une énorme vague de sodium, il y a de grandes chances, grâce à ces synapses électriques, que le sodium qui est relié, le neurone qui lui est relié va lui aussi être excité. Donc ces synapses vont aider au fonctionnement que l'on appelle en réseau. À savoir que quand vous allez stimuler par les dendrites, etc., un neurone, les neurones qui lui sont connectés par des synapses électriques vont du coup eux aussi immédiatement réagir, même s'ils n'ont pas été la cible première de l'excitation. C'est pour ça qu'on appelle ça un réseau, c'est-à-dire que ces neurones ont besoin de fonctionner ensemble pour que la réponse soit cohérente et adaptée. Concernant la chimique, par contre, là, c'est très différent. Il y a un leader et il y a un soumis. Il y a, du coup, ce que l'on appelle une partie pré-synaptique et une partie post. Pourquoi ? Parce que c'est directionnel. Vous avez donc un neurone qui va, lui, donner les informations à l'autre, qui ne va faire que les recevoir. Du coup, on peut donner un sens, on peut donner un pré et un post parce qu'il y a véritablement un sens de communication. Et cette fois-ci, ce n'est pas tout qui passe, c'est qu'une seule et unique chose, c'est le neurotransmetteur. Alors j'exagère un peu parce que comme vous êtes en première fois que vous faites de la physio, comme toujours, on simplifie beaucoup au départ pour que vous compreniez les concepts, mais dans la réalité, on sait que chaque neurone est capable de libérer plusieurs types de neurotransmetteurs. Mais vous verrez ça beaucoup plus tard si ça vous intéresse. De base, il est dit qu'il y a un neurotransmetteur prioritaire, majeur par neurone. C'est pour ça qu'on avait vu au premier cours qu'on donne le nom au neurone du neurotransmetteur majeur qu'il est capable de libérer. Et donc du coup, ces synapses-là sont extrêmement, sécurisées. Pourquoi elles sont extrêmement sécurisées ? Parce que c'est toujours dans le même sens, c'est qu'une molécule principale qui communique via ces récepteurs, et qu'en plus, ces synapses sont isolées de l'extérieur grâce notamment aux astrocytes qu'on a vus dans le premier cours. Du coup, on a vraiment quelque chose de très contraint, de très spécialisé et de très fonctionnel. Qu'est-ce qui peut donc se passer sur cette synapse chimique ? Quelles sont donc les possibilités ? Première possibilité, j'utilise un neurotransmetteur de type excitateur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il est capable de faire quoi sur sa cible ? Donnez-moi les bons mots. S'il est excitateur, ça veut dire qu'il provoque quoi sur sa cible ? Une dépolarisation, exactement. Et du coup, cette dépolarisation, on va l'appeler PPSE. Pourquoi PPSE ? Parce que c'est une différence de charge électrique, donc un potentiel, qui a lieu après la synapse chimique, donc post-synaptique, et qui provoque une dépolarisation, donc excitateur. Du coup, les récepteurs au glutamate sont des synapses et donc vont avoir comme effet majeur de créer des PPSE par entrée notamment du sodium, mais pas exclusivement, le calcium aussi peut y participer sur certains récepteurs, on l'a vu la dernière fois, notamment les récepteurs au glutamate comme le NMDA ou le kainate qu'on a vu, qui nous ont montré que ça permettait de laisser passer tous les cations. Du coup, on a un PPSE, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est son inverse. C'est que vous utilisez par exemple de la glycine ou du GABA, qui sont des neurotransmetteurs plutôt inhibiteurs, surtout la glycine. Donc, qui dit inhibiteur, dit hyperpolarisation. Je m'éloigne de moins 40 millivolts. Et plus je m'en éloigne, plus c'est dur de l'atteindre, donc plus c'est dur de m'exprimer.
Résultat, on m'a bel et bien inhibé. Là, par contre, ça passe exclusivement par l'entrée du chlore. Résultat, on sait au niveau du chlore qu'il y a beaucoup plus de chlore à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et donc, en agissant sur l'ouverture de ces canaux, on va favoriser l'entrée du chlore dans votre cellule et donc son hyperpolarisation. Du coup, dans ce cas-là, c'est un PPSI. J'ai changé les charges électriques de part et d'autre de ma membrane, c'est un potentiel. C'était sur ma cible, donc après ma synapse, post-synaptique, et c'était hyperpolarisant, donc inhibant. Ça, c'est le point de vue de base, classique. J'ai une synapse, j'ai son effet, excité ou inhibé. OK. Sauf que ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de synapses par neurone multipolaire. C'est-à-dire que lorsque vous avez un neurone multipolaire, avec toutes ces dendrites, vous avez des dizaines de milliers de synapses qui lui arrivent dessus. Et donc, qu'est-ce qui se passe alors pour que vous ayez une sorte d'intelligence, une sorte de compréhension de ce qui se passe? Eh bien, il va lui arriver tout un tas de choses à ces synapses et à leur intégration dans le neurone. Le premier, c'est que vous allez potentiellement avoir la capacité de faire une sommation spatiale. Quoi qu'il arrive, toutes les synapses, lorsqu'elles vont envoyer leurs neurotransmetteurs en même temps sur votre neurone, tous les effets cumulés de toutes ces synapses vont s'additionner les unes avec les autres pour former soit un PPSE, soit un PPSI. Mais là, il est quoi ce PPSE? C'est un méga PPSE ou c'est un méga PPSI. Pourquoi? Parce que c'est l'addition de chaque dépolarisation de chaque synapse. Et pourquoi? Parce qu'elles arrivent en même temps. Donc ça, c'est un premier niveau de compréhension où quand vous avez des neurones, du coup, qui fonctionnent un peu en sorte de réseau, eh bien, lorsqu'ils vont taper en même temps sur un neurone, ils vont tous ensemble se rapprocher beaucoup plus facilement des moins 40. L'autre notion que vous connaissez aussi déjà, c'est la notion temporelle. Et donc, vous avez ce qu'on appelle donc la sommation temporelle. C'est quoi la sommation temporelle? C'est que là, avec une seule synapse, mais ça marche aussi avec plusieurs, puisque c'est qu'une notion de temps. Si vous avez des stimulations ou donc des neurotransmissions, on va dire, qui se succèdent rapidement dans le temps, vous ne laissez pas la possibilité à votre neurone d'encaisser cette vague de stimulation ou d'inhibition, qu'il y en a une nouvelle qui arrive. Du coup, vous n'êtes toujours pas revenu à votre VM de départ, qu'il y a de nouveau une entrée de sodium et donc une excitation. Du coup, vous allez sommer en fonction de l'espace entre deux activations synaptiques, vous allez sommer ces entrées de sodium qui vont s'additionner jusqu'à potentiellement atteindre les moins 40. Donc ça, c'est le niveau de base que même, je crois, on doit voir même au lycée, etc. Là où on va commencer à rentrer dans des trucs un peu nouveaux, un peu fun, c'est que ce n'est pas avec ça que vous serez intelligent. Vous êtes intelligent parce qu'il y a des phénomènes beaucoup plus compliqués. Le premier, c'est la propagation décrémentielle de votre information. C'est quoi? C'est les fameuses ondes dans le lac lorsqu'on lance la pierre. Je lance la pierre, l'onde est très forte au départ, et beaucoup plus loin, elle est beaucoup plus faible. Quel est le rapport maintenant avec notre neurone? Très simple. On avait vu, vous savez, le fameux neurone pyramidal. Et il y avait une dendrite que l'on appelle la dendrite apicale, qui est énorme, très longue. Lorsque je vais mettre une synapse au bout du bout de cette dendrite, vous allez être extrêmement loin de corps cellulaire. Et notamment extrêmement loin de quoi? De ce fameux cône axonique dont on a parlé, qui est l'endroit où je vais créer un potentiel d'action. Du coup, si je balance une pierre ici, tout au bout de la dendrite, quelle va être la taille et la force de cette vague que vous avez créée? Au bout, au niveau de l'axone, du cône axonique, elle va être très faible. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que votre onde s'avance dans votre dendrite et se rapproche du corps cellulaire, elle se perd en intensité parce qu'elle se noie. Autre point, dans la notion de décrémentiel, c'est que là-dessus, vous y rajoutez une sommation spatiale. Et là-dessus, vous y rajoutez une sommation temporelle. Du coup, si j'ai entre ma synapse qui est très très loin et qui est excitatrice et mon cône axonique, j'ai des synapses inhibitrices,
vous pouvez avoir une très grosse excitation qui va perdre en puissance au fur et à mesure qu'elle se déplace dans la dendrite et qui en plus va être stoppée ou complètement inhibée par une synapse inhibitrice. Vous venez ici de comprendre le mécanisme de contrôle de votre cerveau sur le fonctionnement des neurones. Il faut savoir qu'il y a près de 60 à 70% des informations dans votre cerveau qui sont de nature inhibitrice. En fait, quand vous voulez faire un mouvement, vous n'activez pas le mouvement, vous inhibez votre système qui vous empêche de faire un mouvement. En fait, l'idée, c'est que de base, vous inhibez toutes vos actions. Même si votre nez vous gratte et que vous êtes face à un public, vous empêchez de vous gratter le nez. Et c'est que quand vous allez aller aux toilettes ou quand vous mettez votre main devant le nez que vous vous gratterez le nez. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne vous êtes pas dit, je vais me gratter le nez. Je vous ai dit, vas-y, laisse-toi aller. Laisse-toi faire, lâche-toi, gratte-toi le nez. Et donc, comment ça se goupille? C'est ce que l'on appelle une levée d'inhibition. J'arrête d'inhiber. J'arrête de me contraindre. Et je me lâche. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on sait, c'est que la plupart des synapses qui sont proches du corps cellulaire sont de type inhibitrice, ce qui permet d'avoir un vrai verrou de contrôle. Imaginez-vous, vous avez donc les tissus là, qui frottent non-stop sur votre peau à chaque fois qu'on bouge. Vous n'y pensez même pas. Quand est-ce que vous y pensez? Au moment où vous changez d'habit, et notamment, par exemple, je prends un blouson très lourd. Les premiers jours où il commence à faire froid, genre cette semaine, et que vous mettez le blouson, quand vous le mettez, vous le sentez. Dans un mois ou deux, vous mettrez le blouson, vous ne le sentez plus. Pourquoi? Le blouson, c'est le même. Vous êtes les mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre cerveau pour que vous ne le sentiez plus? Vous avez inhibé l'information sensorielle du poids. Pourquoi? Parce que c'est habituel. Et le cerveau, il ne s'emmerde pas avec des trucs qui sont récurrents. Vaut mieux s'intéresser à des trucs nouveaux, à des trucs exceptionnels, dont vous inhibez. C'est pour ça qu'on dit toujours que des personnes qui sont handicapées sensoriellement, les aveugles ou les sourds, etc., on dit qu'ils compensent, ils surdéveloppent d'autres sensorialités. Non. Oui et non. C'est juste qu'ils lèvent l'inhibition sur les autres récepteurs sensoriels quand vous les inhibez. Et pourquoi? Parce que la vue vous suffit. Pour les 3/4 des actions que vous avez à faire, la vue vous suffit. Du coup, qu'est-ce que vous en avez à faire du contact de la peau, etc. Vous voyez que vous êtes habillé, donc c'est bon. Et donc vous inhibez, vous empêchez vos informations sensorielles de venir vous polluer le cerveau. Et quand on est entre guillemets handicapé, quand on se doit de compenser, en fait, on ne développe pas des trucs de ouf. Non, on arrête de les inhiber. Donc on ne devient pas des super-humains, on devient juste des humains qui s'intéressent un peu plus à cette sensorialité qu'à une autre. Et comment ça se fait? Je vous l'ai dit, comment vous contrôlez, comment vous évitez de faire des mouvements inattendus? En verrouillant. Et comment je verrouille? Comment je sécurise? Je me rapproche avec mes synapses inhibitrices du cône axonique. Du coup, si vraiment tu veux te gratter le nez, tu as intérêt d'envoyer un max de synapses excitatrices pour contrer les synapses inhibitrices. Donc ça, c'est déjà un premier niveau de complexité. Deuxième niveau de complexité, c'est justement où a lieu cette synapse pour avoir une répercussion du coup sur le fonctionnement de votre système nerveux. Et donc, forcément, vous donnerez, entre guillemets, votre neurone donnera beaucoup moins d'importance à des synapses qui sont éloignées du corps cellulaire, donc que l'on appelle dendritiques, que aux synapses qui sont somatiques. Les synapses qui sont sur le corps cellulaire ont plus d'importance pour votre neurone que les synapses qui sont sur des dendrites qui sont très éloignées. Résultat, on va dire que l'équilibre, d'accord, les récepteurs à l'équilibre, vont donner des informations aux neurones qui vont vous permettre de vous gratter le nez. Mais ce n'est pas primordial. Pas parce que vous ne savez pas si vous êtes couché ou debout ou allongé que vous ne pourrez pas vous gratter le nez. Donc, la synapse de l'équilibre sur le neurone de se gratter le nez est au niveau de la dendrite. Par contre,
le récepteur sensoriel du nez, qui vous permet de vous gratter le nez et de ne pas de vous arracher la peau, ou qui vous permet de vous gratter le nez et de ne pas gratter dans le vent, lui, il va aller taper sur le corps cellulaire du neurone pour avoir une bonne influence et une précision dans le bon fonctionnement. C'est des exemples complètement pris au hasard, juste pour que vous compreniez le concept. Autre point, vous pouvez avoir des synapses axonales. Donc ça, c'est quand même assez étonnant. C'est-à-dire que vous pouvez donner des informations excitatrices ou inhibitrices directement sur l'axone. Et donc, qu'est-ce que ça va changer puisque vous êtes déjà en train de faire des potentiels d'action? Qu'est-ce qu'une synapse qui a lieu sur un axone va perturber comme fonctionnement? Puisque le message nerveux, il a déjà été créé et on sait qu'il est recréé et recréé à chaque moment. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va perturber? La recréation d'un nouveau potentiel d'action, donc sa propagation. Vous savez, cette première vague de sodium qui rentre dans l'axone et qui diffuse tranquillement sous la membrane, sous la myéline, pour aller au nœud de Ranvier suivant. Eh bien, si au nœud de Ranvier suivant, vous injectez énormément de chlore, qu'est-ce que ça va faire, cette vague de sodium? Que dalle. Et vous n'atteindrez pas les moins 40 millivolts pour les canaux sodiques du nœud de Ranvier numéro 2. Donc oui, le nœud de Ranvier numéro 1, il y avait un potentiel d'action. Oui, le sodium, il rentre. Oui, il diffuse. Mais quand il arrive au nœud de Ranvier numéro 2, il est inhibé par du chlore. Du coup, vous n'atteignez pas les moins 40. Du coup, le nœud de Ranvier numéro 2 ne dit plus rien. Vous pouvez donc complètement, ici, avec une synapse axonale, modifier votre message. Et là, on est plutôt sur des messages de type simple, à savoir qu'on parle d'un potentiel d'action. Mais en vrai, on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque ce sont ce que l'on appelle des trains de potentiel d'action. C'est-à-dire toute une série de potentiels d'action les uns derrière les autres. Et que ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle est la fréquence, justement. C'est en fait une sorte de morse. Soit vous faites bip, 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 bip. C'est ça. Comme ça que fonctionnent les neurones. Et donc, qu'est-ce que vous faites avec une synapse axonale? C'est que vous changez votre morse. Vous modifiez la fréquence, vous modifiez le nombre, et donc vous modifiez le message. Donc ça, c'est un deuxième niveau de complexité pour savoir comment votre cerveau fonctionne. Troisième niveau de complexité, la nature, le type et l'étendue de votre synapse. On vous montre toujours la synapse classique, comme on a ici, qui correspond globalement à une synapse épineuse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les fameuses épines dendritiques. Ça, c'est le schéma, on va dire, un peu classique. Mais en vrai, il n'y a pas que ça. En vrai, il y a certains axones qui peuvent se ramifier, se séparer et venir faire plusieurs synapses à plusieurs endroits sur votre cible. Et comme on sait que l'endroit où on est change l'efficacité, on comprend là que le message est complètement différent. Autre point, mais ça on le verra tout à l'heure, le nombre de zones où vous allez pouvoir fusionner vos vésicules et donc libérer des neurotransmetteurs. Ces zones, on va les revoir juste après, c'est ce qu'on appelle les zones actives. Et donc vous pouvez, avec une synapse, avoir une zone active, donc une zone où vous allez libérer des neurotransmetteurs, ou plusieurs. Et donc forcément, derrière, l'impact que ça va avoir par sommation spatiale est différente. Vous pouvez aussi avoir, et ça c'est hyper intéressant, un neurone, un axone, une terminaison qui vient se connecter sur plein de dendrites de neurones différents. Du coup, un neurone et une terminaison axonale est capable de renseigner, d'informer et de communiquer avec plusieurs neurones en même temps. Ce qui va du coup créer ce que l'on appelle des fonctionnements en circuit ou en réseau. Donc voilà un petit peu la complexité des communications entre les neurones au sein de votre cerveau qui explique justement votre niveau d'intelligence supérieur. Concernant maintenant justement la synapse chimique et du coup ce qu'elle est capable de relarguer. Elle est capable de relarguer donc des neurotransmetteurs qui sont stockés dans des vésicules,
et dont la composition va être en perpétuel mouvement, ce que l'on appelle le cycle de la vie du neurotransmetteur. Et on prendra comme exemple, du coup, la synapse neuromusculaire, la fameuse synapse motoneurone muscle, comme un exemple pour expliquer ce cycle de la vie des vésicules et des neurotransmetteurs. Et on terminera par la description de quelques pathologies qui affectent spécifiquement la synapse et quelles répercussions ça a derrière au niveau des patients. Du coup, les neurotransmetteurs, là c'est en général des diapos qui vous font plaisir, qui sont rigolotes. C'est le catalogue de tous les neurotransmetteurs. Ne vous dites pas que vous avez besoin de tous les apprendre par cœur, ça n'a pas un intérêt majeur. Dites-vous que dans le cours de M. Biondi en neuro, vous avez la liste des neurotransmetteurs. Donc si à un moment donné, dans une question scientifique que vous vous posez, vous êtes face à un neurotransmetteur, vous savez que vous pouvez venir chercher l'info. Moi, ce que j'attends de vous, par contre, c'est de connaître les différents types de neurotransmetteurs et d'avoir au moins un exemple de chacun pour pouvoir bien le décrire, le comprendre. Pourquoi ? Parce que leur fabrication, leur manière d'être stockée et leur manière d'être cyclée changent en fonction du type de neurotransmetteur. Et c'est ça qui est important. Le premier type de neurotransmetteur, c'est ceux qu'on appelle les neurotransmetteurs classiques. Alors pourquoi classiques ? On les appelle aussi les neurotransmetteurs à petites molécules. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce ne sont que des acides aminés, soit simples, soit légèrement modifiés. Du coup, ce sont des toutes petites molécules parce que c'est qu'un acide aminé. Par exemple, l'acétylcholine, qui est une choline, un acide aminé qui va être acétylé, donc légèrement modifié. Autant vous dire que c'est quand même extrêmement petit. Le glutamate, l'aspartate, le GABA et la glycine sont des molécules d'acide aminé simples, légèrement modifiées. Vous y retrouvez plein d'autres copines que vous connaissez, telles que la dopamine, qui est donc une catécholamine, la noradrénaline et l'adrénaline, ou l'indolamine et l'imidazolamine. Alors ces molécules-là sont donc à garder dans la tête des acides aminés légèrement modifiés. Mais il faut des enzymes. Il faut des molécules de transformation de ces acides aminés. Et finalement, on va le voir tout à l'heure, qu'est-ce que la différence entre un neurone glutamatergique ou un neurone adrénergique ? C'est la composition en enzymes qui change. Puisque vous avez du glutamate et vous avez des précurseurs de l'adrénaline dans tous les neurones. Donc qu'est-ce qui va faire qu'un neurone va se spécialiser dans un neurotransmetteur ou un autre ? Ce n'est pas l'accès à l'acide aminé, c'est l'accès aux fabricants de neurotransmetteurs que sont les enzymes. Et on va voir des exemples. Donc ça, c'est la première grande catégorie de neurotransmetteurs. Et la deuxième grande catégorie, ce sont les peptidiques. Et alors là, ça change tout. Pourquoi ? Parce que ces neurotransmetteurs sont des protéines, c'est-à-dire un ensemble d'acides aminés à organisation tridimensionnelle complexe. Du coup, vous avez compris que là, on n'a pas affaire du tout au même mécanisme de régulation. On va y retrouver vos copines des soirées et des week-ends, les fameux opoïdes, que je vous déconseille de trop utiliser. Les facteurs des systèmes nerveux endocriniens que vous allez étudier avec M. Debante, puisque c'est ces molécules qui vont complètement diriger votre sexualité, qui vont diriger vos cycles circadiens et qui vont du coup diriger la pilosité, le développement corporel, l'humeur, etc. Du coup, ça va passer par des protéines donc hypothalamiques ou des protéines hypophysaires ou neurohypophysaires. Vous avez aussi les hormones circulantes qui viennent, elles, du pancréas, entre autres, notamment le glucagon. Vous avez les hormones spécifiques liées à la digestion ou du coup des hormones autres qu'on n'arrive pas à classer parce qu'elles peuvent être produites par de nombreux types cellulaires. En fait, regardez, toutes ces hormones peptidiques ont pour origine soit leur effet, soit, enfin comme nom plutôt, porte soit sur leur effet, sur quel type de récepteurs elles vont agir, soit d'où elles ont été produites.
Et donc forcément, les hypophysaires ont été produits par l'hypophyse, etc., etc. Du coup, la bradykardine, la neuropeptide Y ou les EGF sont des molécules qui vont être libérées par plusieurs types cellulaires. Donc c'est pour ça qu'ils sont classés dans la catégorie entre guillemets autres. Résultat des courses, qu'est-ce que ça change sur votre synapse? Absolument tout, à savoir la taille et le rendu visuel de vos vésicules. Les vésicules synaptiques vont donc s'accumuler, ces fameuses endosomes, d'accord, vont donc s'accumuler au bout de votre terminaison axonale. Donc là, on a deux images de microscopie électronique de synapses. Et dans ces deux images, on distingue quoi? Première chose, qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Qu'est-ce qu'on distingue clairement là? Au bout de l'axone, qu'est-ce qu'on voit apparaître comme structure particulière? Marquante. En grand nombre. Au-delà des vésicules, on l'aura bien compris. Les mitochondries. Énormément de mitochondries à la terminaison axonale. Pourquoi? Parce que toutes... D'ailleurs, dites-moi pourquoi. Comment ça se fait qu'on a besoin de tant de mitos au bout du bout du bout? Parce que... Pourquoi vous avez besoin de mitochondries à la terminaison axonale? C'est fini. Le potentiel d'action, il est arrivé au bout, il est au bout. À quoi ça sert d'avoir autant de mitos? Parce qu'il faut que vos vésicules soient pleines. Et il faut qu'elles soient pleines de quoi? De neurotransmetteurs. Comment je fais pour remplir des vésicules de neurotransmetteurs et de les charger, de les concentrer à mort et donc d'aller contre le gradient chimique de la molécule? Les pompes ou les transports actifs, primaires ou secondaires. Résultat, ça bouffe de l'ATP à gogo. Tout le système de recyclage et de fabrication des neurotransmetteurs consomme de l'énergie. Deuxième particularité, pour aller aussi dans ce sens, c'est qu'il y a certains neurotransmetteurs qui ont besoin de la mitochondrie pour être fabriqués. C'est lequel notamment? L'acétylcholine, la fameuse molécule neurotransmetteuse du muscle, des motoneurones. Pourquoi? Parce que vous allez associer un acétyl à une choline et que cet acétyl vient d'où? De la mitochondrie et notamment de l'acétyl-CoA que vous connaissez du fameux cycle de Krebs. Du coup, vous avez besoin de mitochondries non seulement pour transporter les molécules nécessaires à la fabrication des neurotransmetteurs, mais aussi dans certains cas à fabriquer les neurotransmetteurs grâce aux enzymes de la mitochondrie. Et là, qu'est-ce qu'on distingue entre ces deux types-là de vésicules et de terminaisons? Qu'est-ce que vous voyez au niveau des vésicules comme différence entre l'image du haut et l'image du bas? La densité en termes de grains d'argent, puisqu'on est en microscopie électronique, en termes de grains, pas forcément d'argent d'ailleurs, je dis n'importe, de métaux, de granularité, on voit ici que les vésicules sont noires, complètement noires, alors que les vésicules ici sont complètement transparentes. Pourquoi? Tout simplement parce que ça signifie que vous n'avez pas du tout le même contenu en molécules, et je vous mets dans le mille, les neurotransmetteurs classiques, petites molécules, enfin petits acides aminés légèrement modifiés vont être plutôt transparents, alors que les neurotransmetteurs peptidiques, constitués de protéines complexes et très grosses, vous aurez du coup des vésicules denses. Du coup, on distingue trois grands types de vésicules. Des vésicules de petit diamètre qui sont donc remplies d'acides aminés simples ou de monoamides, tels que l'acétylcholine, le glutamate, l'aspartate et les monoamines, adrénaline, noradrénaline. Dans ces cas-là, parce que les monoamides sont légèrement plus compliqués, légèrement plus modifiées, plus grosses, eh ben, ces petites vésicules commencent à se noircir, commencent à devenir plus concentrées, plus denses que les acides aminés simples, qui eux sont donc des vésicules claires.
Et enfin, vous avez les neuropeptides, ces fameux neurotransmetteurs d'origine peptidique, qui eux correspondent non seulement à des grosses vésicules, mais qu'en plus ces vésicules sont particulièrement denses aux électrons, étant donné qu'elles sont très chargées en acides aminés. Comment maintenant on les fabrique et quelle est leur voie de fabrication, leur mécanisme de développement et de mise en place? Très simple, si vous êtes face à des neurotransmetteurs peptidiques, eh bien, ça suit la logique classique que vous connaissez d'exocytose, puisque vous voulez faire une exocytose. Donc, qu'est-ce qui se passe? Transcription des gènes, fabrication de l'ARN. L'ARN sort du noyau grâce à sa queue poly-A, puis vient sur le REG, réticulum endoplasmique granuleux. Et là, les polysomes, qui sont les complexes de ribosomes collés à la membrane du RE, viennent traduire cet ARN et faire rentrer en même temps qu'il la fabrique, la protéine, dans le réticulum endoplasmique. Ensuite, vous allez utiliser des vésicules cotées au cotamère. Ça vous rappelle des souvenirs? Pas du tout? Les passes, forcément. Les L1, vous avez vu ça? COP1, COP2. Ah, voilà. Du coup, cette protéine que vous venez de fabriquer, elle n'est pas prête. D'accord? Cet neurotransmetteur, il n'est pas prêt, il a besoin de modification, puisque vous savez que ce n'est pas la forme primaire de la protéine qui est fonctionnelle, mais la tertiaire, voire pour certaines la quaternaire. Du coup, elle va subir, cette protéine, des modifications, glycosylation, modification post-traductionnelle dans l'appareil de Golgi, du trans vers le cis. Et du coup, vous allez ensuite avoir fabrication d'une vésicule qui va ensuite migrer jusqu'au bout de l'axone, du coup pour un motoneurone sur plus d'1 mètre, en utilisant les microtubules. Et en utilisant qui comme transporteur? Pas la SNCF, mais les kinésines, super, qui sont des protéines ATPases. Et qu'est-ce que vous allez donc trouver au sein de votre axone pour assurer le bon transport de vos peptides, de vos neurotransmetteurs peptidiques? Un max de microtubules et mitochondries pour pouvoir faire fonctionner vos kinésines jusqu'au bout. Sauf qu'en fait, dans le paquet cadeau, dans cet emballage, vous n'avez pas mis que votre neurotransmetteur, mais vous avez aussi mis l'enzyme qui va lui permettre de maturer, d'être modifié et d'être fonctionnel. Et cette maturation aura lieu in fine dans la terminaison axonale. Du coup, le neurotransmetteur ne sera prêt et fonctionnel que quand la vésicule arrive au bout de votre axone à la terminaison axonale. Ce qui permet du coup de protéger ces neurotransmetteurs de toute modification qui perturberait son fonctionnement en l'isolant à l'intérieur d'une vésicule. L'autre type de neurotransmetteur, lui, ne suit pas du tout la même logique. L'autre type, c'est les classiques, c'est les acides aminés modifiés. Oui, mais voilà, les acides aminés, vous n'avez pas besoin de les fabriquer. Les acides aminés, ils sont là, vous les avez dans votre alimentation pour les essentiels, vous les avez via la dégradation de protéines mal conformées ou vieillissantes. Du coup, vous en avez partout des acides aminés. Qu'est-ce que vous allez devoir accumuler à la terminaison axonale et qu'est-ce que vous allez devoir fabriquer du coup? Ce sont les enzymes, et uniquement les enzymes. Du coup, vous allez fabriquer au niveau du corps cellulaire les enzymes de maturation des neurotransmetteurs qui vont eux aussi migrer le long des microtubules pour atteindre la terminaison. Et une fois qu'ils sont à la terminaison, ils vont transformer les acides aminés directement dans le cytoplasme. Et une fois que les neurotransmetteurs sont synthétisés, ils vont être intégrés par pompe, et là notamment, vous le verrez, par système antipore, par transport antipore, donc plutôt actif secondaire, vont être chargés, intégrés à l'intérieur d'une vésicule pour être accumulés et être ensuite libérés. Donc ce qui est très très important dans cette synthèse des neurotransmetteurs simples, classiques, d'acides aminés, c'est la synthèse des enzymes qui est prioritaire
et l'accumulation des neurotransmetteurs par transport dans votre vésicule. Voici un exemple. Voilà un peu ce que j'attends de vous, c'est de comprendre comment ça marche et après de me donner un exemple pour bien me faire voir que vous avez compris. Et là, un exemple, c'est quoi? C'est que vous avez un seul acide aminé qui est la tyrosine de départ qui, suivant votre bagage enzymatique, va déterminer si je suis un neurone dopaminergique, si je suis un neurone adrénergique. Qu'est-ce qui différencie ces deux neurones, sachant que vous partez du même molécule de départ qu'est la tyrosine? Tout simplement votre bagage en enzymes et la capacité à produire ces enzymes. Du coup, toutes les neurones adrénergiques disposent de l'ATH, de la tyrosine hydroxylase. Par contre, les neurones dopaminergiques, eux, n'auront rien d'autre que la TH et la dopa, décarboxylase. Ils n'auront pas toutes les enzymes supplémentaires nécessaires à créer l'adrénaline. Alors que les cellules noradrénaline, notamment les cellules d'où? Où est-ce que vous trouvez les cellules qui sécrètent l'adrénaline et la noradrénaline? Ce ne sont pas des neurones. Les surrénales, exactement, les glandes surrénales. Elles, non seulement vont avoir la TH et la dopa de carboxylase, mais en plus la dopamine bêta-hydroxylase et pour certaines, du coup, la phentolamine N-méthyltransférase. Donc voici un exemple que vous pouvez retenir, apprendre pour vraiment bien comprendre la logique d'une différence entre différents types de neurones. Qu'est-ce qui du coup les différencie? C'est ce que l'on appelle la transcriptomique, c'est-à-dire la capacité à lire un même bagage d'ADN. Et comment vous arrivez à modifier votre manière de lire ce bagage d'ADN? Comment vous arrivez, pour certaines cellules, à créer, fabriquer de la TH et de la DOPA, mais pas de la DBH? Comment vous faites ça? Par modification de la condensation de votre ADN, c'est-à-dire acétylation, méthylation des histones et de l'ADN. C'est ce que l'on appelle aussi la différenciation cellulaire. C'est la même chose. Du coup, toutes les catécholamines dérivent donc d'un même acide aminé de départ, et seul le contenu enzymatique permet du coup de déterminer in fine qu'est-ce que votre cellule va être capable de produire et de sécréter. Concernant maintenant plus spécifiquement la jonction neuromusculaire, comme un exemple de fonctionnement, qu'est-ce que fait un potentiel d'action pour libérer le neurotransmetteur? Ce n'est pas le potentiel d'action qui libère le neurotransmetteur. Ce n'est pas le potentiel d'action qui active directement la fusion des vésicules avec la membrane. Du coup, en fait, pourquoi on s'embête à essayer de comprendre le message nerveux, des potentiels d'action, etc. À quoi ça sert in fine? Qu'à une seule chose. L'entrée de calcium par l'ouverture de canaux calciques voltage dépendant. Ce qui veut dire que toute la complexité que je vous ai décrite, tout le fonctionnement du cône sonique, la création du potentiel d'action n'a qu'un seul intérêt, ouvrir des canaux calciques. Et c'est le calcium qui va rentrer dans la cellule, qui va activer le complexe protéique des SNAR. Et c'est l'activation calcique de ces SNAR qui va garantir la libération du neurotransmetteur. Donc, aussi complexe que soit le fonctionnement des neurones, tous n'ont qu'un objectif final, faire rentrer du calcium dans la cellule. Résultat, si vous faites une lésion, essayez de voir un poil plus loin, vous faites une lésion de la moelle épinière par traumatisme, qu'est-ce qui se passe dans tous les axones qui ont été sectionnés lors du traumatisme? Qu'est-ce qui se passe du coup? Entrée massive de calcium et de sodium à l'intérieur de tous les axones. Du coup, libération massive de tous les neurotransmetteurs, de tous les neurones qui ont été sectionnés. Ça veut dire que tout ce qui est en dessous de la section va être
ultra stimulé et va libérer tous les neurotransmetteurs en même temps. Vous faites une pseudo-épilepsie neuronale, mais dans votre moelle épinière. Et c'est pour ça, c'est rigolo, je ne sais plus si je vous l'avais dit cette anecdote de la poule sans tête qui marche. Je vous l'avais fait celle-là? Oh, c'est dommage. Mais parce que vous êtes trop villageois, maintenant vous êtes des urbains, faut aller à la campagne un peu pour découvrir la vie. Aller à la ferme, voir papy-mamie. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, quand on décapite un animal, c'est super drôle. Quel qu'il soit, et je vous déçois peut-être, mais nous ne sommes que des animaux aussi, donc ça marche pour nous. Qu'est-ce qui se passe quand on les décapite? C'est qu'on crée ça. On crée une entrée de calcium dans tous les axones qu'on a coupés. Là, comme on est au niveau de la tête, autant vous dire que c'est quasiment tous les axones, quoi, globalement. Et donc, vous libérez des neurotransmetteurs dans toute la moelle épinière. Et c'est un système en chaîne. C'est que ça part de votre lésion et ça va jusqu'en bas, puisque vous avez libéré tellement de neurotransmetteurs avec les premiers neurones qui ont été coupés, que ça excite le neurone cible après votre synapse, qui lui, du coup, libère aussi les neurotransmetteurs, etc. Et quand on arrive dans une petite zone de la moelle épinière, au niveau lombaire, que l'on appelle le CPG, pour Central Pattern Generator, vous activez des neurones qui sont reliés entre eux, gauche-droite, et qui coordonnent la marche. Et donc, un animal que vous avez coupé la tête est capable encore de courir et de marcher tout seul. Et il y a déclenchement d'ailleurs d'un mouvement des jambes qui est coordonné parce que vous avez libéré les neurotransmetteurs et activé les neurones spécifiques de la marche. C'est une anecdote, mais c'est un élément important à comprendre pour bien comprendre le fonctionnement. Maintenant, attention, le neurotransmetteur, quand il est mis dans la synapse, que votre synapse elle est bien isolée par un astrocyte, etc., qu'est-ce qui peut se passer, par exemple, pour votre muscle? Là, il n'y a pas d'astrocyte, mais pour votre muscle, c'est je libère l'acétylcholine. Vous l'avez bien isolé, notamment par une cellule de Schwann, et là, l'acétylcholine reste là. Du coup, elle s'accroche au récepteur, qui du coup déclenche les potentiels d'action dans votre muscle. Mais elle est toujours là, l'acétylcholine. Donc on déclenche les potentiels d'action dans le muscle, et elle est toujours là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Crampe, contraction permanente de votre muscle incontrôlée. Comment on empêche ça alors qu'on n'a envoyé qu'un potentiel d'action? On n'a envoyé qu'un message nerveux. Eh bien, on utilise des enzymes qui dégradent le neurotransmetteur pour stopper le message. Ce qui veut dire que c'est du one-shot. Un potentiel d'action libère des neurotransmetteurs qui est immédiatement dégradé, ce qui assure un arrêt de la signalisation. Et pour le muscle, l'enzyme qui assure ça, c'est l'acétylcholinestérase, et ASE de l'enzyme qui coupe, qui permet de libérer la choline, qui va être repompée par la terminaison axonale pour refabriquer une nouvelle acétylcholine, et un acétate qui va être relibéré, récupéré, en général dans la circulation, ou récupéré par les neurones pour refaire ensuite de l'acétyl-CoA. Du coup, le cycle de la vie de l'acétylcholine, c'est quoi? Je récupère la choline, via la mitochondrie, je vais m'associer avec l'acétyl-CoA pour former de l'acétylcholine et récupérer de la CoA qui va re-rentrer dans le cycle de Krebs. Et je vais charger par antipore l'acétylcholine finale à l'intérieur d'une vésicule. Et le cycle redémarre. Du coup, toute atteinte au bon fonctionnement de l'acétylcholinestérase ou toute atteinte au bon fonctionnement du récepteur à l'acétylcholine, alors que le neurone va bien, alors que les neurotransmetteurs vont bien, dans ces deux cas-là, vous allez créer des pathologies motrices majeures, et notamment ce que l'on appelle les myasthénies, qui correspondent à un muscle qui ne peut plus être excitable et qui est donc complètement flasque. Ce sont donc des pathologies extrêmement dangereuses, puisque si vous n'êtes plus capable de contracter vos muscles, vous n'êtes plus capable à terme de respirer. Du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas toujours un neurone qui ne marche pas
ou un neurotransmetteur qui n'a pas été bien fabriqué, qui du coup provoque une maladie. Ça peut aussi être votre cible. Ça peut être aussi le post-synaptique qui est défaillant. Et dans ce cas-là, les répercussions sont identiques. Résultat, au niveau du muscle, cette acétylcholine, lorsqu'elle va s'accrocher au récepteur à l'acétylcholine, elle va créer un PPSE. Elle va créer une excitation de votre fibre musculaire. Mais parce que c'est en dehors du système nerveux central, parce que c'est au niveau de votre corps, on ne l'appelle pas un PPSE, on l'appelle un PPM, un potentiel de plaque motrice. Et pourquoi on ne dit pas excitateur? Parce qu'il n'y a dans les muscles que des récepteurs à l'acétylcholine et que ces récepteurs à l'acétylcholine ne sont que excitateurs. Donc on n'a pas besoin de préciser. Un ppm, c'est un ppm, il est forcément excitateur, donc dépolarisant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que la dépolarisation que je vais créer sur ma jonction sera suffisante pour atteindre les moins 40. Et ça, on va voir que ça dépend du nombre de potentiels d'action qui arrivent et donc de la quantité de vésicules qui va fusionner avec la membrane. Là aussi, dans la synapse, vous avez une sommation temporelle et une sommation spatiale. C'est pour ça que la jonction, elle est sous forme de petites branches comme ça. C'est pour augmenter la surface de communication et favoriser la sommation spatiale. Du coup, parce que j'ai plein de petites branches rapprochées les unes des autres, j'augmente le nombre de vésicules que je peux libérer, j'augmente le nombre de récepteurs à l'acétylcholine, et donc la sommation des ppm de chaque vésicule, de chaque zone de votre fibre et de la jonction neuromusculaire vont toutes s'accumuler pour essayer d'atteindre les moins 40 millivolts. Ce qui est possible d'enregistrer, ce sont des ppm M. En fait, quand on met une petite électrode au niveau du muscle et qu'on lui dit de rien faire, on demande à la personne de ne pas bouger, de ne pas contracter son muscle, de rien faire, eh bien on enregistre quand même des ppm, mais des tout petits qui n'atteignent jamais les moins 40 millivolts, que l'on appelle des ppm miniatures, d'où le ppm M. Et en fait, à quoi sont dus ces ppm? Tout simplement à des relargages d'acétylcholine involontaires, non contrôlés par un potentiel d'action, mais du coup qui ne sont jamais suffisants en termes de nombre pour pouvoir créer in fine un signal et donc une réponse du muscle. Résultat, les protéines, enfin les vésicules d'acétylcholine au niveau de la synapse, elles sont toutes dépendantes du calcium. Et c'est le calcium qui permet la libération des synapses, des vésicules, quel que soit le type de neurone. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, à chaque fois qu'une vésicule se fusionne avec la membrane, tout le contenu de la vésicule est libéré dans la synapse. Or, il est en général défini pour l'acétylcholine que c'est environ 10 000 molécules d'acétylcholine, soit 0,1 molaire par vésicule. Et comme on sait que globalement, une vésicule provoque une dépolarisation postsynaptique de 0,5 millivolts, quand vous démarrez à moins 90 millivolts sur une fibre musculaire et qu'il faut que vous atteigniez les 40 millivolts, il va donc vous falloir du coup au moins 100 vésicules qui fusionnent en même temps ou qu'au moins qu'il y ait une sommation temporelle pour permettre du coup l'activation d'une réaction musculaire. Du coup, c'est bien le nombre de vésicules par unité de temps qui va garantir une bonne dépolarisation et donc une contraction. Vous avez donc là tout un tas de verrous successifs qui vous assurent de ne pas faire n'importe quel geste, n'importe quel moment. Verrou au niveau du neurone, on l'a vu tout à l'heure, avec les dendrites, la longueur des dendrites, où sont les synapses, l'association excitatrice-inhibitrice, tout ça déjà ça contrôle vraiment bien. Et même quand vous avez libéré du potentiel d'action, quand vous avez créé un potentiel d'action qui se répand dans l'axone qui va au bout, même là vous avez des moyens de contrôle. Et vous allez être capable de contrôler la quantité de calcium, par exemple, qui va rentrer. Et comment vous changez la quantité de calcium qui va rentrer? En modifiant le gradient chimique du calcium. Vous allez donc contrôler
le nombre de vésicules qui va être libéré par unité de temps. Et donc, vous allez contrôler le message nerveux et le message chimique que vous allez libérer à votre muscle. Donc, vous avez tout un tas de verrous nécessaires pour éviter de faire n'importe quoi et n'importe quand. Mais en absence d'activité présynaptique, il y a quand même des fusions aléatoires, des fusions momentanées de quelques vésicules, dues à quoi, d'après vous? À quoi on peut devoir la libération de certaines vésicules de manière aléatoire, mais jamais en grand nombre, à des dépolarisations locales de votre terminaison, à des dysfonctionnements ou à des défauts de fonctionnement de certains canaux à un petit endroit de votre axone qui fait qu'il y a des canaux calciques qui s'ouvrent ou directement qu'il y a du calcium qui rentre juste à un petit endroit. Alors que quand vous amenez un potentiel d'action, il y a quasiment toute la terminaison axonale qui va s'activer. Du coup, c'est ça la vraie différence, c'est la notion de local. Donc ça, j'ai pas mal insisté dans les ED avec ça, la notion de local. Résultat, voici les différentes pathos qu'on peut avoir dues justement au fonctionnement neuromusculaire. Lorsque l'on va altérer le fonctionnement neuromusculaire, mais à différents endroits, on peut créer soit les mêmes effets, soit au contraire les effets contraires. Le truc classique, c'est le tétanos. Donc le tétanos, ça va être quoi? Ça va être justement une blessure musculaire ou du coup cutanée, mais qui va infecter le muscle par notamment des bactéries. Ces bactéries vont donc ensuite libérer des enzymes. Et notamment dans ces enzymes, on a ce qu'on appelle la toxine tétanique. Qu'est-ce que c'est que cette toxine tétanique? C'est que cette toxine va remonter à travers les axones, notamment en utilisant la dinéine, ou elle va revenir dans votre système nerveux central via la circulation. Au moment où elle arrive là, cette toxine, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'elle empêche les synapses inhibitrices d'avoir un effet. En fait, elle bloque la libération du GABA et de la glycine. Résultat, votre motoneurone, lui, il n'est plus inhibé. Il n'est plus contracté. Inhibé, donc du coup diminué dans son fonctionnement. Résultat, le motoneurone, lui, va balancer un max de potentiel d'action. C'est comme si vous ne lui mettez que des synapses excitatrices. Résultat, vous allez tout le temps avoir des potentiels d'action. Du coup, vous allez tout le temps libérer d'acétylcholine. Du coup, vous créez un tétanos, qui est donc une contraction permanente du muscle. L'autre capacité, l'autre possibilité, c'est une autre pathologie que l'on appelle la toxine botulinique. Cette toxine botulinique, quant à elle, elle va venir empêcher la libération de l'acétylcholine. Et dans ce cas-là, vous créez l'opposé, à savoir arrêt respiratoire, incapacité de contracter les muscles, puisque du coup, vous empêchez la communication entre le motoneurone et le muscle. Voilà un peu les deux grandes pathologies connues et leur fonctionnement physiologique. Pourquoi et comment ça fonctionne et pourquoi et comment, du coup, ça agit sur votre motricité. Bien, on en arrive aux dernières parties pour arriver à comprendre, in fine, comment fonctionne le système nerveux autonome. Du coup, on en arrive à ce que ça va activer. On a vu les neurotransmetteurs, comment ils sont créés, comment ils sont répartis, comment ils sont libérés, comment ils sont dégradés dans la synapse. Ok, mais qu'est-ce qu'ils font sur leur cible? Qu'est-ce qu'ils font après votre synapse? Eh bien, ils activent des récepteurs. Et ou des canaux. Et comment, quoi, pourquoi, qu'est-ce que ça fait? C'est ce que l'on va voir tout de suite. Premier point, ce sont les récepteurs à l'acétylcholine. De quelle nature ils sont? Pourquoi on les appelle des récepteurs nicotiniques? Quel est leur deuxième doux nom ou leur deuxième catégorie, leur deuxième famille à ces récepteurs à l'acétylcholine? Nicotinique. C'est quoi leur deuxième famille? Des muscles? Non. Ces récepteurs nicotiniques, ils ont quoi de particulier? Est-ce que vous connaissez un autre récepteur à l'acétylcholine? Muscarinique. Qu'est-ce qui les dissocie? Qu'est-ce qui les différencie? Puisque les deux
sont sensibles à l'acétylcholine? Eh bien, le nicotinique, il est aussi activé par la nicotine. Et puis alors, le muscarinique, il est aussi activé par la muscarine. OK? Mais sinon, à part ça, niveau fonctionnel, c'est quoi la différence majeure? C'est présenté ici. C'est quoi comme type de récepteur, le nicotinique? Excitateur. Mais on peut dire que certains muscariniques sont excitateurs aussi. Exactement, c'est un récepteur canal. Ça veut dire que lui-même est capable en lui-même de laisser passer des ions. Du coup, on les appelle aussi des ionotropes. Très très bien, merci beaucoup. Du coup, le récepteur à l'acétylcholine de type nicotinique doit tout de suite vous faire référence à la capacité intrinsèque de laisser passer des ions par lui-même. Et donc, il est ionotrope, il laisse passer lui-même directement les ions. Le muscarinique est sensible à l'acétylcholine, mais ce n'est pas un canal. Il est incapable en lui-même de laisser passer des ions, c'est un récepteur couplé à une protéine G. On va le détailler justement tout à l'heure. Mais il est capable quand même de provoquer une excitation d'une cible, mais via l'activation de kinase et la modification secondaire d'un canal. Ce canal à l'acétylcholine, il est, regardez, cationique. Il laisse passer toutes les charges positives, quelles qu'elles soient. Du coup, il laisse passer le sodium, le calcium et le potassium. Oui, mais on sait, d'après ce qu'on a vu ensemble depuis le début du semestre, que le potassium n'a qu'une envie, c'est de sortir de la cellule, et le sodium et le calcium de rentrer. Du coup, comment vous pouvez expliquer que le fonctionnement de ce canal qui laisse passer tout et n'importe quoi soit excitateur et toujours excitateur? Pourquoi ça ne serait pas le potassium qui sortirait encore plus que le sodium qui rentre et du coup on serait inhibiteur dans ce cas-là? Pourquoi? Quoi qu'il arrive dans votre muscle, l'ouverture de ce canal qui laisse tout passer aura comme résultat final de dépolariser votre cellule musculaire. C'est quoi la logique derrière? Qu'est-ce qui va faire qu'on va savoir si c'est le potassium qui gagne et donc qui hyperpolarise, ou si c'est le sodium qui gagne parce qu'il dépolarise, ou si les deux s'annulent et que du coup il ne se passe absolument rien? Donc vous libérez de l'acétylcholine avec votre potentiel d'action, vous activez votre récepteur et il ne se passe que dalle. Non, il se passe systématiquement une dépolarisation. Pourquoi? C'est quoi qui fait qu'on fait basculer l'un plus que l'autre? Qu'est-ce qui fait bouger vos ions? Le gradient chimique. OK? Mais là, on va dire, je te dis n'importe quoi, c'est que le gradient chimique est plus fort pour le potassium que pour le sodium. Et pourtant, c'est quand même une dépolarisation. Ça ne suffit pas. Un ion, ce n'est pas un glucose, ce n'est pas un acide aminé. Il n'est donc pas régi que par le gradient chimique. Il est modulé aussi par le gradient électrique. Or, votre cellule au repos, elle est toujours négative. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand ce canal il s'ouvre? Même s'il laisse passer tout le monde, même si le potassium a plus envie de sortir que le sodium de rentrer, la cellule, elle est négative. Donc, elle ne veut pas que le potassium sorte et elle veut que le sodium rentre. Du coup, qui gagne? Systématiquement, le sodium et le calcium. Pourquoi? Parce que votre cellule est négative et qu'elle réclame des charges positives. Donc, le gradient électrochimique de ces ions seront toujours en faveur du sodium tant que la cellule sera négative. À partir du moment où la cellule sera positive, vous aurez potentiellement une sortie de potassium qui dépasserait l'entrée du sodium. C'est possible. Le type de récepteur, canaux,
on a les récepteurs au NMDA et AMPA, et on a bien sûr des récepteurs ioniques dits non spécifiques, c'est-à-dire qui laissent passer tout un tas d'ions, pas forcément très spécifiques, comme le cas du AMPA ou du NMDA, qui sont donc tous les deux des récepteurs au glutamate. Si on étudie maintenant, du coup, le fonctionnement de ce canal nicotinique, ben là, on a un souci. Pourquoi on a un souci? Parce que la dernière fois, un souci? Ça se dit pas, un souci? Un souci? Pourquoi on a un problème? Pourquoi sommes-nous confrontés à un problème physiologique grave? C'est que ce canal, quand vous allez l'ouvrir en y rajoutant l'acétylcholine, il va laisser passer tous les ions. Or, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait un potentiel d'équilibre d'un ion qui, quand il est égal au potentiel d'inversion, vous permet de dire que le canal ne laisse passer qu'un seul ion. C'était assez simple, entre guillemets, à comprendre. Ce qu'on avait vu, c'était que la charge électrique dont va disposer votre cellule, quand elle est égale au potentiel d'équilibre d'un ion, on sait que l'ion ne peut pas bouger. Pourquoi il ne peut pas bouger? Parce qu'il a envie d'aller dans un sens et l'électrique s'y oppose. Bien. Et on a dit que dans ce cas-là précis, ça veut dire que la membrane, elle est capable de laisser passer cet ion. Elle est complètement perméable pour cet ion. Mais il ne se passe rien. Et donc, comme elle est perméable à l'ion, mais que l'ion a autant de force chimique contre lui, enfin avec lui, que de force électrique contre lui, il ne bouge pas, mais il pourrait bouger. Et c'est ça qu'on avait appelé le potentiel d'inversion. C'est que du coup, dans mon bras de fer, lorsque l'on va séparer du coup le K+, qui est très gros à l'intérieur et tout petit donc à l'extérieur, qui va du coup le forcer à rentrer, vous allez donc vous opposer directement à la charge électrique de votre cellule, qui est elle négative et qui donc lui dit non, tu ne sors pas. Qui gagne là-dedans? Eh bien, si vous êtes le VM, donc la charge électrique de votre cellule égale au E de l'ion, vous êtes à l'équilibre. Pas de problème. Les deux forces s'égalisent. Mais on peut dire aussi qu'on est égal au potentiel d'inversion. Pourquoi d'inversion? Parce que si c'est le chimique qui gagne dans notre bras de fer, là, ici, dans ce cadre-là, vous avez VM inférieur à l'E du K. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait votre potassium? Il sort. Si maintenant vous avez VM supérieur à E de K, qu'est-ce qui se passe? Votre potassium rentre. Du coup, vous êtes passé de là à un courant sortant et maintenant à un courant entrant. Vous vous êtes donc inversé. Quand on a le E d'un ion égal au E d'inversion des courants, on dit que le canal qu'on est en train de regarder est ultra spécifique de votre ion. Malheureusement, le récepteur acétylcholine lui laisse passer tous les cations. Donc vous n'aurez jamais un E d'un ion égal au potentiel d'inversion du récepteur, puisqu'il laisse tout passer. Du coup, le potentiel d'équilibre du potassium, dans cet exemple où on a mis 140 à l'intérieur et 2,5 à l'extérieur, ou 140 à l'extérieur et 2,5 à l'intérieur pour le sodium, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un potentiel d'équilibre de moins 100 millivolts, d'après l'équation de Nernst, tout ça vous savez le faire maintenant, et un potentiel d'équilibre du sodium de plus 100. Pourquoi? C'est le même, mais inversé, parce que le potentiel d'équilibre est le reflet direct du gradient chimique. Or, le gradient chimique est parfaitement identique, mais à l'envers. Du coup, on comprend bien que la force chimique des deux est opposée. Mais quand je fais, moi, ma trace de ma courbe IV,
Ça, c'est ce qu'on va faire pour le TD numéro 2 la semaine prochaine. Quand je trace ma courbe IV, c'est-à-dire la quantité d'ions qui traversent et le sens dans lequel ils traversent à chaque fois que je change mon potentiel de membrane. Qu'est-ce qui se passe? Quand mon VM est négatif, mes courants sont négatifs, donc ça rentre dans ma cellule. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Qui gagne, c'est le sodium. Si maintenant ma cellule elle est positive pendant le potentiel d'action, dans ce cas-là, on voit que les courants sont, quant à eux, positifs, ça veut dire sortant. Quel est le E d'inversion? Quelle est la charge électrique à partir duquel on peut aller dans un sens ou dans un autre? C'est 0. Sauf que le E d'inversion 0, c'est pas moins 100 et c'est pas plus 100. C'est quoi? C'est moins 100 plus 100. C'est-à-dire la somme de tous les courants, de tous les ions en présence. Et donc, en fait, vous venez par cette expérience de démontrer que ce canal n'est pas spécifique à aucun des ions. Et donc, si je veux pousser le truc plus loin, vous devriez, s'il était spécifique à un seul ion, vous devriez du coup avoir quoi comme tracé de courbe IV? Donc ça, c'est le courant, donc la quantité d'ions qui traversent, et ça, c'est le VM, donc le potentiel. Qu'est-ce qui va se passer? Si le canal qu'on regarde, il est spécifique du potassium, on devrait voir du coup une courbe comme ça, puisqu'elle va couper, elle va pouvoir s'inverser au moment du E du K, c'est-à-dire à moins 100. Si par contre ce même canal, en fait, il n'est pas du tout spécifique au potassium, il est spécifique au sodium, on devrait voir ça, une inversion qui a lieu au E du Na à plus 100. Or, dans la réalité, on voit quoi? Ça. Pourquoi? Parce qu'il y a ce courant qui a lieu et en même temps ce courant qui a lieu, qui s'opposent et qui sont de même force. Du coup, grâce à l'expérience qu'on vient de démontrer, on vient de prouver que le récepteur à l'acétylcholine laisse passer aussi bien le potassium que le sodium, et qu'il n'est absolument pas spécifique ni de l'un ni de l'autre, et qu'il n'avantage jamais ni l'un ni l'autre. Il laisse tout simplement passer les deux. Voilà à quoi sert cette courbe IV. Et alors là, je vais encore un peu plus loin, c'est que si je regarde la pente de cette droite, je connais la conductance de ce canal, c'est-à-dire la quantité d'ions qu'elle est capable de laisser passer par unité de temps. Et ici, ce fameux gamma du canal est d'environ 40 picosiemens. Voilà qu'est-ce qu'on vient de démontrer grâce à des mesures électrophysiologiques. Concernant maintenant les canaux inhibiteurs, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va avoir? Les récepteurs au GABA, les récepteurs à la glycine, et qui du coup vont être exprimés sous différentes isoformes. Ça veut dire qu'ils vont avoir différentes conceptions, donc différentes conductances. Il y en a qui vont être plus conductants que l'autre et plus ou moins sensibles à leur ligand, d'accord, la sensibilité au ligand. Et résultat, in fine, vous allez créer systématiquement un PPSI. Et vous allez être capable d'aller chercher des inhibiteurs de chaque canal suivant du coup leur spécificité, ce qui va vous permettre de mieux décrypter le fonctionnement du système nerveux ou de certains réseaux ou de certains neurones. Enfin, les protéines G, et du coup on va terminer le cours là-dessus, parce que c'est ce qui va expliquer le fonctionnement du système nerveux central, autonome, végétatif. Dans ce cas-là, le neurotransmetteur va avoir potentiellement des effets contradictoires. Pourquoi contradictoires? Parce que ça va dépendre du messager à l'intérieur de la cellule et notamment du coup des partenaires et des kinases. Du coup, on va donner comme exemple le système nerveux autonome. Résultat, regardez, le récepteur à l'acétylcholine de nature métabotrope, donc couplé à une protéine G,
sont appelés des muscariniques M1, M2, M3 et M4. Tous ces sous-unités ne vont pas du tout avoir le même effet final sur votre cellule. Certains vont être inhibiteurs, d'autres vont être excitateurs. Pourtant, au départ, c'est la même molécule, le même neurotransmetteur, le même neurone. On a le même exemple du coup pour le glutamate, pour le GABA, la sérotonine. Et à chaque fois, on a plein de récepteurs différents, d'isoformes différentes, qui vont du coup avoir des affinités avec des protéines G et qui vont avoir des affinités avec les kinases sous-jacentes qui vont être différentes. Du coup, un même neurotransmetteur peut se lier à plusieurs récepteurs, mais qui vont in fine avoir des effets contraires en fonction des partenaires protéiques intracellulaires que vous allez avoir. Du coup, on a plusieurs centaines de récepteurs différents pour toutes ces molécules à protéines G, et donc derrière des effets aussi complexes que vous pouvez imaginer. Du coup, si je prends l'exemple du système nerveux autonome, ça, c'est à connaître par cœur en termes de fonctionnement, parce que c'est ce qui va vous garantir la bonne compréhension de comment votre cerveau est capable de réguler votre alimentation, d'éliminer vos déchets et de vous protéger des agressions extérieures et de vous faire survivre. Résultat, comment ça fonctionne? On a deux systèmes opposés dans le système nerveux autonome, le sympathique, qui a aussi le nom de orthosympathique, suivant les livres dans lesquels vous allez le trouver, et le système parasympathique. Vous ne pouvez pas dire que le sympathique est excitateur et que le parasympathique est inhibiteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacun des deux systèmes vont provoquer des excitations et des inhibitions sur leur cible. Ce qu'on peut dire, c'est que le système sympathique, il est ce que l'on appelle ergotrope, c'est-à-dire dépensier en énergie. Il est consommateur d'énergie. Donc son objectif, in fine, c'est de vous préparer à la survie. Et à la survie par l'action. Du coup, je dois consommer de l'énergie pour pouvoir être capable de me prémunir des dangers par l'action. Et pour arriver à ce but, il va devoir activer des cellules et en inhiber d'autres. À l'inverse, le parasympathique, quant à lui, est un trophotrope. Lui, son objectif dans la vie, c'est de stocker de l'énergie. C'est de renflouer les stocks. Et donc, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, ou il n'y en a pas un qui est plus, l'autre qui est négatif. Non, vous avez besoin des deux, puisque si vous n'êtes que sympathique, ben vous allez mourir, puisque vous n'aurez plus l'énergie nécessaire pour vous protéger. Et si vous n'avez que du parasympathique, vous allez stocker, mais vous ne vous défendrez pas contre votre environnement. Donc ça, c'est vraiment une notion très importante à garder. Ensuite, qu'est-ce qui les distingue tous les deux? Leur localisation au sein du système nerveux central. Le système sympathique, tous les neurones, et que l'on appelle du coup des motoneurones, puisqu'en fait ce sont des neurones qui vont sortir de la moelle épinière du système nerveux central pour agir sur des cellules, et notamment pour pas mal sur des muscles, on le verra plus tard. Eh bien, tous les neurones sympathiques sont dans la moelle épinière thoracique et lombaire, alors que tous les neurones du système nerveux parasympathique sont dans le tronc cérébral et en sacré. Vous avez donc une exclusion parfaite, anatomique, entre les deux systèmes, ergotrope, trophotrope. Par contre, ces deux systèmes contrôlent les mêmes organes. Tous les organes vont être contrôlés par les deux systèmes, de manière justement à réguler finement votre dépense d'énergie ou le stockage directement sur les cellules qui concernent justement votre survie. Résultat, on a systématiquement une double innervation. Il n'y a que pour le fonctionnement des vaisseaux sanguins intestinaux où là vous avez une spécificité neuronale de parasympathique, mais on va voir que ça a une influence quand même, le
sympathique sur le système intestinal, mais via les molécules notamment d'adrénaline qui sont libérées par les glandes surrénales. Ça, c'est la première distinction. La deuxième distinction, c'est leur organisation cellulaire. Les deux systèmes passent par une régulation fine, parce qu'il ne faut pas contrôler vos viscères n'importe comment. Et comment on régule finement? Eh bien, on met des intermédiaires. Et donc, les deux systèmes sont composés de ce qu'on appelle un neurone préganglionnaire et d'un neurone postganglionnaire. Les deux font la même chose. Par contre, ce qui les distingue, c'est ce qu'on a vu ici, c'est que tous les neurones préganglionnaires du système nerveux sympathique sont courts et vont former une synapse avec le neurone postganglionnaire dans des ganglions, dans des regroupements de corps cellulaires assez proches de la moelle épinière. Alors que le parasympathique, quant à lui, a un neurone préganglionnaire extrêmement long et qui va former une synapse avec le neurone postganglionnaire que dans les organes. Et donc vous avez des ganglions dans chacun de vos organes. Et ces ganglions, c'est quoi? C'est le corps cellulaire des neurones postganglionnaires de votre système parasympathique, qui est localisé dans les organes. Ça, c'est la deuxième distinction. Et la troisième distinction, c'est le neurotransmetteur. Le neurotransmetteur du système moteur du système nerveux central, c'est l'acétylcholine. Du coup, les deux neurones préganglionnaires qui sont tous les deux au sein du système nerveux central et qui sortent sont tous les deux acétylcholine. Tout ce qui est moteur et qui sort du système nerveux central est de nature acétylcholine. Par contre, après la transition avec le deuxième neurone, le fameux neurone postganglionnaire, le parasympathique garde le même neurotransmetteur, l'acétylcholine, avec les récepteurs muscariniques dont on a parlé, alors que le système sympathique, lui, change de neurotransmetteur pour changer complètement la manière de communiquer. Et il utilise trois neurotransmetteurs majeurs. La noradrénaline, la neuropeptide Y et même l'ATP. Résultat, pour pouvoir modifier le fonctionnement de vos organes et dépenser de l'énergie, vous utilisez des récepteurs adrénergiques, à l'adrénaline et à la noradrénaline. Alors que pour réagir au système parasympathique, vous allez utiliser des récepteurs muscariniques à l'acétylcholine. Résultat, et on termine là-dessus, voici ce qu'est capable de faire un seul et unique neurotransmetteur, qu'est la noradrénaline, à l'intérieur de votre corps. Et donc cette noradrénaline, c'est la stimulation du système nerveux sympathique, qui est là pour activer votre fonction, pour vous faire réagir et vous faire survivre. Et donc si cette molécule elle est libérée sur des cellules qui ont un récepteur alpha à l'adrénaline, dans ce cas-là, vous allez créer une vasoconstriction. Alors que si les cellules vasculaires sont équipées de récepteurs bêta, vous allez créer une vasodilatation. Et donc c'est quoi la logique? C'est très simple. C'est que pour vous faire survivre, que vous ayez du sang dans le foie, dans les intestins et dans l'estomac, on n'en a rien à faire. Ça, c'est bien pour digérer, mais pas pour vous battre, pas pour courir. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les vaisseaux sanguins à destination des viscères digestives vont contenir des récepteurs alpha. Ce qui va du coup, quand vous allez être stressé, excité et que vous devez courir, vous déplacer, vous allez vasoconstricter, vous allez réduire la quantité de sang qui va aller dans vos estomacs, intestins, etc. Mais en même temps, puisque ce sont les mêmes neurones, vous allez activer les récepteurs bêta des vaisseaux des muscles. Du coup, tous les vaisseaux sanguins musculaires sont équipés de récepteurs bêta-adrénergiques. Du coup, vous ouvrez les vannes pour les muscles, vous diminuez les vannes pour les intestins. C'est pour ça qu'il n'est pas conseillé
de courir très très vite ou de faire des dépenses énergétiques juste après manger parce que vous stoppez votre digestion. Plus de digestion. Et en fait, 4 ou 5 heures après, vous avez le même bol alimentaire que quand vous venez de manger. Il ne s'est rien passé. Pourquoi? Grâce à ça. Récepteur alpha ou bêta à l'adrénaline. A l'inverse, vous pouvez avoir une tachycardie, vous pouvez avoir des relâchements intestinaux ou au contraire une augmentation de la force de contraction. Bref, vous allez coordonner le fonctionnement de tous les organes dans un seul but, vous faire courir et vous êtes capable de vous battre. Merci beaucoup pour votre attention, bon courage pour la suite du semestre et à novembre.